Après ma blessure, mes parents m'ont dit, nous ne pouvons pas t'aider avec les factures. Puis ils ont acheté une maison à mon frère. J'ai géré ma propre vie sans eux, mais maintenant ils veulent mon aide. Cependant, ils ne peuvent plus s'offrir mon pardon. Salut Reddit, voici l'histoire de la façon dont mes parents m'ont laissé lutter après une grave blessure qui m'a coûté mon emploi et presque toutes mes économies, prétendant qu'ils étaient ruinés, puis ont fait un acompte pour une maison pour mon petit frère. Et maintenant, ils reviennent en rampant demander de l'aide parce que le karma les a finalement rattrapés. Accrochez-vous, car cette histoire est mouvementée. Je m'appelle Jack, j'ai 32 ans, et je vis seul depuis mes 18 ans. Non pas parce que je cherchais l'aventure, l'indépendance ou quoi que ce soit de dramatique, mais simplement parce que mes parents ont clairement indiqué très tôt que j'étais l'enfant qui devait se débrouiller seul, tandis que mon jeune frère Nathan recevait le soutien familial complet. En grandissant, le favoritisme était si évident que ça aurait été drôle si ce n'était pas ma vie. Nathan ne pouvait rien faire de mal. Oublier ses devoirs? Maman les lui apportait à l'école. Échouer à un examen? Papa allait voir le professeur, exigeant qu'il explique pourquoi son fils ne recevait pas une instruction adéquate. Pris en train de boire à 16 ans. Juste des garçons, tout le monde expérimente. Moi? J'ai eu un CA1 devoir en première année de lycée et j'ai été privé de sortie pendant un mois. Pas de téléphone, pas de sortie, juste les devoirs et les corvées. Quand j'ai fait remarquer la double norme, papa m'a lancé la phrase classique qui me fait encore bouillir le sang, Nathan a besoin de plus de soutien parce qu'il est sensible. Tu es assez fort pour gérer ça. Traduction, nous n'avons pas envie de t'élever, alors nous allons appeler ça du développement du caractère. J'ai travaillé pendant mes années de lycée parce que je savais que l'université ne se paierait pas toute seule. Papa gérait un entrepôt de taille moyenne et gagnait bien sa vie. Maman travaillait à temps partiel dans un bureau d'assurance. Ils n'étaient pas riches, mais ils n'avaient pas de difficultés non plus. Ils auraient pu m'aider avec mes études, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Tu apprécieras davantage ton éducation si tu la gagnes toi-même, m'a dit maman quand j'ai demandé de l'aide pour les frais de scolarité. Pendant ce temps, les fonds universitaires de Nathan restaient là, intacts, accumulant des intérêts, attendant qu'il décide de sa majeure. Spoiler, il n'a jamais trouvé. J'ai fréquenté un collège communautaire pendant 2 ans, puis j'ai été transféré à l'université d'État. J'habitais dans l'appartement le moins cher que je pouvais trouver avec 3 colocataires. Je travaillais à temps plein dans un entrepôt pendant les vacances d'été et d'hiver, et à temps partiel pendant les cours. J'ai obtenu un diplôme en gestion logistique et environ $28 000 de prêts étudiants. J'ai commencé à travailler dans une entreprise de transport dès la fin de mes études. Un poste d'entrée de gamme, à déplacer des cartons et à apprendre les systèmes d'inventaire. Ce n'était pas glamour, mais j'étais bon. J'ai gravi les échelons en 6 ans pour atteindre un poste de superviseur, gagnant environ $52 000 par an. Assez pour couvrir mes prêts, louer un appartement décent d'une chambre et économiser un peu chaque mois. Nathan, quant à lui, a abandonné l'université après 1 an et demi. Il a simplement arrêté d'aller en cours. Quand mes parents l'ont découvert, ils n'étaient même pas en colère, juste déçus d'une manière douce, sans aucune conséquence. Il est retourné vivre chez eux sans loyer et a passé les 2 années suivantes à alterner entre des petits boulots à temps partiel dans des cafés et des magasins de détail. Chaque dîner de famille devenait cette étrange séance de thérapie où mes parents parlaient de Nathan trouvant sa voie et découvrant sa passion, comme s'il était en voyage spirituel au lieu d'être simplement paresseux et sans but. Quand je mentionnais mes promotions ou mes augmentations de salaire, j'obtenais un « c'est bien, chéri », distrait, avant que la conversation ne tourne à nouveau autour de la dernière crise existentielle de Nathan, à savoir s'il devait postuler à une école d'art. Essayer de devenir agent immobilier ou peut-être apprendre à coder. La blessure est survenue en octobre dernier. Nous faisions l'inventaire dans l'un des entrepôts principaux et j'étais sur une nacelle élévatrice, vérifiant les stocks sur les étagères hautes. Le protocole de sécurité stipule qu'il faut avoir un observateur et que la nacelle doit être sur une surface plane, mais nous étions en retard et mon responsable poussait tout le monde à aller plus vite. Je tendais la main pour attraper un presse-papier qui était tombé derrière des cartons lorsque toute la nacelle a basculé. Le sol n'était pas aussi plat que je le pensais et la répartition du poids était déséquilibrée. La chose a basculé sur le côté et je suis tombé d'environ 3,6 mètres, atterrissant durement sur mon côté gauche. L'impact m'a cassé la clavicule, fracturé 3 côtes et a fait quelque chose de méchant à mon épaule qui a nécessité une intervention chirurgicale. La douleur était irréelle.
Je ne pouvais pas respirer sans avoir l'impression que quelqu'un me poignardait. Je ne pouvais pas bouger mon bras. Je suis resté allongé sur le sol en béton de l'entrepôt, essayant de ne pas m'évanouir pendant que mes collègues appelaient à l'aide. Hôpital, chirurgie, physiothérapie, tout le processus. Le médecin m'a dit que je serais absent du travail pendant au moins 4 mois, peut-être 6, selon ma guérison. L'assurance accident du travail couvrirait les frais médicaux, mais ne paierait qu'un pourcentage de mon salaire. Et mon entreprise avait une politique selon laquelle si vous étiez en congé médical pendant plus de 90 jours, il pouvait mettre fin à votre poste. J'ai rapidement fait le calcul et j'ai réalisé que je risquais de perdre environ $2500 par mois de revenus pendant potentiellement 6 mois. De plus, j'aurais besoin d'aide pour les choses de base car je ne pouvais littéralement pas lever le bras au-dessus de ma taille ni porter quoi que ce soit de plus lourd qu'une tasse de café. J'ai appelé mes parents de l'hôpital le lendemain de l'opération. Je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit que j'allais être en difficulté financière et que j'aurais peut-être besoin d'emprunter de l'argent pour couvrir le loyer et les factures pendant ma convalescence. Peut-être rester chez eux pendant 1 mois ou 2 puisque je ne pouvais pas vraiment m'occuper de moi-même. La réponse de papa ? Jake, nous aimerions t'aider, mais l'argent est vraiment serré en ce moment. Les heures de ta mère ont été réduites et nous avons nos propres factures à nous soucier. Tu vas devoir trouver une solution. Maman a pris le téléphone et a répété la même chose. Elle a ajouté des absurdités sur la façon dont j'avais toujours été si indépendant et capable. Sûrement que je pourrais trouver une solution. Peut-être demander de l'aide à mes amis. Regarder les programmes d'aide gouvernementale. J'étais dans un lit d'hôpital, sous analgésique, je pouvais à peine bouger, et mes parents me disaient de me débrouiller seul. La trahison a frappé différemment du favoritisme avec lequel j'avais grandi. Il ne s'agissait pas de recevoir moins d'attention ou moins de privilèges. Il s'agissait d'avoir réellement besoin d'aide et de se voir dire non. Mon ami Carlos est venu à la rescousse. Lui et sa femme venaient d'acheter une maison avec une chambre supplémentaire et ils m'ont proposé de rester chez eux pendant ma convalescence. Ils ne voulaient même pas que je paie de loyer, me disant juste d'aider avec les courses quand je le pouvais. La famille est censée aider la famille, a dit Carlos quand j'ai essayé de le remercier pour la 100e fois. Et parfois, votre vraie famille n'est pas les personnes avec qui vous êtes liés par le sang. Déménager chez eux a été une leçon d'humilité inattendue. J'avais toujours été le type indépendant qui gérait ses propres problèmes. Maintenant, j'avais besoin d'aide pour tout. Carlos a dû porter mes sacs dans les escaliers parce que je ne pouvais rien soulever. Ami a aménagé la chambre avec tout sur mon côté droit puisque je ne pouvais pas utiliser mon bras gauche. La première nuit là-bas, je me suis juste assis sur le bord du lit et j'ai pleuré. Non pas de douleur physique, bien que ce fût brutal, mais de la réalisation que des étrangers me traitaient mieux que mes propres parents. Carlos a frappé à la porte, est entré sans rien dire et s'est juste assis là avec moi jusqu'à ce que je me reprenne. Ces premiers mois furent brutaux. La physiothérapie faisait parfois plus mal que la blessure initiale. Je me réveillais au milieu de la nuit parce que je m'étais retourné sur mon épaule blessée. Je ne pouvais pas m'habiller pendant des semaines. La femme de Carlos, Amy, devait m'aider pour des choses de base comme mettre des chemises et couper la nourriture. Les séances de physiothérapie étaient un enfer particulier. 3 fois par semaine, j'allais dans cette clinique où une thérapeute nommée Sandra me faisait faire des exercices qui ressemblaient à de la torture. Rotation d'épaule, bande de résistance, entraînement de musculation avec des haltères de 1 kg qui semblaient des blocs de béton. La douleur, c'est ton corps qui guérit, disait Sandra pendant que je serrais les dents à travers une autre répétition. Tu reconstruis la force que la blessure t'a enlevée. Oui, des trucs vraiment inspirants quand tu transpires à travers ta chemise en essayant de lever le bras au-dessus de ta tête. L'aspect mental était parfois pire que le physique. J'avais été superviseur, j'avais des gens qui me rendaient compte, j'étais en bonne voie pour un poste de direction. Maintenant, je dépendais d'amis pour m'aider à me doucher et je ne pouvais même pas ouvrir un pot de beurre de cacahuète tout seul. Carlos ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau, cependant. Il plaisantait en disant que j'apprenais enfin ce que c'était que d'être humble. Sa femme riait et lui disait de se taire, puis me demandait si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Leurs enfants, 2 garçons de 6 et 8 ans, pensaient que j'étais comme un oncle amusant qui vivait avec eux. Ils me dessinaient des images et les laissaient sur ma table de nuit. Une nuit, environ 6 semaines après, j'ai eu une soirée particulièrement mauvaise.
La douleur était pire que d'habitude et je venais de recevoir un autre email de l'entreprise disant qu'ils n'étaient toujours pas sûrs de quand je pourrais revenir. J'étais assis dans leur salon, fixant le vide, quand Amy s'est assise à côté de moi. « Tu vas bien ? » « Pas vraiment. J'ai l'impression que tout s'écroule et je ne peux rien faire pour l'arrêter. » Elle hocha la tête. Quand Carlos a été licencié de son travail il y a 3 ans, avant que nous ayons les garçons, nous avons failli tout perdre. Carte de crédit plafonnée, loyer en retard, nous avons mangé des nouilles instantanées pendant des semaines. Ce fut la période la plus sombre de notre vie. Je ne le savais pas, Carlos ne l'avait jamais mentionné. Qu'est-ce qui vous a aidé à traverser ça ? L'un l'autre et l'acceptation de l'aide quand elle était offerte. Carlos avait cette idée que demander de l'aide était un aveu d'échec. Il lui a fallu des mois pour enfin accepter que parfois, on a besoin de gens, et que le fait d'avoir besoin d'aide ne nous rend pas faibles. Je déteste avoir besoin d'aide. Je sais, mais les gens qui tiennent à toi ne voient pas ça comme un fardeau. Ils voient ça comme une occasion de soutenir quelqu'un qui leur est cher. Laisse-nous t'aider, Jake. C'est ce que fait la famille. Cette conversation m'est restée. J'ai commencé à essayer d'être plus ouvert à accepter leur aide au lieu de me battre tout le temps. Le coût financier fut pire que ce à quoi je m'attendais. Même avec l'indemnisation des accidents du travail couvrant une partie, j'ai épuisé mes économies en essayant de suivre le rythme du loyer de mon appartement, de mon prêt automobile, de l'assurance, des prêts étudiants, de tout. Au bout de 3 mois, j'étais pratiquement fauché. J'ai dû vendre ma voiture juste pour couvrir les factures. J'ai commencé à manquer des paiements de prêts, ma cote de crédit a plongé. Et pendant tout ce temps, mes parents n'ont jamais appelé pour prendre de mes nouvelles, pas une seule fois. J'envoyais parfois des SMS pour donner des nouvelles et je recevais en retour des réponses courtes comme « Heureux que tu guérisses » ou « Tiens bon ». Rien de substantiel. Aucune offre de visite. Aucune question si j'avais besoin de quoi que ce soit. Pendant ce temps, je voyais Nathan poster sur les réseaux sociaux des dîners de famille chez mes parents, des week-ends au lac, toutes les choses normales en famille, juste sans moi. Au 4e mois, j'ai finalement obtenu le feu vert médical pour reprendre le travail. Sauf que mon poste avait été pourvu et que l'entreprise m'a proposé un poste de niveau inférieur à 38 000 $. À prendre ou à laisser. Je l'ai pris parce que j'avais besoin d'un revenu, mais ça m'a fait mal. 6 ans de travail pour monter les échelons, parti en fumée parce que je m'étais blessé en faisant mon travail. Mon assistante sociale m'a dit que je pouvais probablement intenter une action en justice pour licenciement abusif ou quelque chose comme ça, mais les avocats coûtaient de l'argent que je n'avais pas. Alors, j'ai ravalé ma fierté et je suis retourné à peu près là où j'avais commencé. J'ai commencé à me reconstruire lentement. J'ai déménagé dans un appartement moins cher. J'ai acheté une voiture d'occasion. J'ai créé un budget strict pour commencer à me sortir du trou. Carlos et Amy m'ont aidé à déménager. Ils m'ont aidé à m'installer. Ils n'ont toujours pas voulu que je les rembourse pour les mois où j'ai séjourné chez eux. Pendant tout ce temps, je recevais des SMS aléatoires de ma mère me demandant des plans pour Noël ou mon anniversaire. Des choses superficielles. Jamais elle n'a reconnu qu'elle m'avait laissé me noyer quand j'avais vraiment besoin d'aide. Et je jouais le jeu parce que qu'allais-je faire d'autre ? Ce sont toujours mes parents. Puis vint Thanksgiving. Maman a envoyé un SMS pour me demander si je venais dîner. J'ai dit oui parce que l'alternative était de manger seul. Et je me suis dit que je pouvais gérer un repas de famille gênant. Carlos m'a proposé de passer Thanksgiving avec sa famille à la place. Tu ne leur dois pas ta présence, mon ami. Surtout pas après la façon dont ils t'ont traité. Mais je voulais les voir. J'avais besoin de les voir, en fait. Une partie de moi espérait toujours une sorte de reconnaissance ou d'excuse. Qu'ils verraient à quel point j'avais lutté et peut-être se sentiraient mal de m'avoir laissé en plan. Espoir stupide, mais espoir tout de même. Je suis arrivé chez eux et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose avait changé. Nouveau meuble dans le salon. Un grand canapé d'angle qui a certainement coûté quelques milliers de $. Nouvelle télévision fixée au mur. Il devait faire au moins 65 pouces. La cuisine avait été rénovée à un moment donné. Nouveau comptoir en granit, crédence fantaisie, appareils électroménagers en acier inoxydable. L'endroit avait l'air bien. Très bien. Comme s'ils avaient dépensé beaucoup d'argent récemment. Entrer par cette porte et voir toutes les améliorations a été comme un coup de poing dans le ventre.
Pendant que je vendais ma voiture pour payer le loyer, ils rénovaient leur cuisine. Nathan était là, l'air satisfait de lui-même. Il portait un sweat à capuche de marque qui, je le savais, coûtait au moins $200. Il m'a fait une étrange accolade que j'ai à peine rendue. Maman s'affairait autour de la dinde comme si elle participait à une émission de cuisine. Papa était assis dans son nouveau fauteuil inclinable à regarder le football. Il m'a à peine remarqué quand je suis entré. Le dîner fut tendu dès le début. Personne n'a mentionné ma blessure ni demandé comment j'allais. La conversation est restée superficielle. La météo, les nouvelles locales, quel film Nathan avait vu le week-end dernier. J'étais assis là, à pousser des purées de pommes de terre sur mon assiette. En regardant ma famille agir comme si l'année écoulée n'avait pas eu lieu. Puis, à mi-chemin du dîner, Nathan n'a plus pu contenir son enthousiasme. Il a commencé à parler d'un appartement qu'il cherchait. Il s'est avéré que mes parents l'aidaient à trouver un endroit à acheter. Une vraie maison. Il parlait d'acompte, de taux hypothécaires et de blocage de taux d'intérêt. Et j'étais assis là à faire des calculs mentaux qui ne s'additionnaient pas, le marché immobilier est fou en ce moment, disait papa. Mais nous avons trouvé cette excellente opportunité à Riverside. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli petit jardin. Parfaite première maison. Maman hocha la tête avec enthousiasme. Et le quartier est en pleine croissance. Un excellent investissement. Nathan était pratiquement en train de rebondir sur sa chaise. Je n'ai jamais vécu quelque part qui était vraiment à moi, tu sais? Ça va être tellement cool. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Attendez, ai-je interrompu. Vous aidez Nathan à acheter une maison. La table est devenue silencieuse. Papa m'a regardé comme si j'avais posé une question stupide. Eh bien, oui. Il ne peut pas vivre avec nous éternellement. Il est temps qu'il ait son propre logement. Combien l'aidez-vous? Mes parents ont échangé un regard. Le genre de regard qui disait qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir cette conversation devant moi. Maman a fait ce truc où elle essaie de faire paraître quelque chose de plus petit qu'il ne l'est. Elle a parlé sur ce ton trop désinvolte qui signifiait qu'elle allait dire quelque chose qui, elle le savait, ne me plairait pas. Nous lui donnons juste un petit coup de main pour la compte. Rien de majeur. Combien? Nathan, béni soit son manque total de conscience de soi, a sauté dedans avec enthousiasme. Il ne pouvait pas lire l'ambiance pour sauver sa vie. Il me donne $50 000 pour la compte. N'est-ce pas génial? J'ai trouvé ce super endroit de 3 chambres à Riverside qui ne coûte que $285 000. Avec le RED, je peux vraiment me le permettre. Le paiement hypothécaire sera d'environ $1,800 par mois. Mais je peux le gérer avec mon travail. La pièce est devenue silencieuse. J'ai dû avoir une expression sur mon visage parce que même Nathan s'est tu. Maman était soudain très intéressée par ses haricots verts. Papa s'éclaircit la gorge et tendit la main vers son verre d'eau. $50 000. Ces gens qui n'avaient pas les moyens de m'aider avec le loyer pendant que je me remettais d'une grave blessure avaient d'une manière ou d'une autre réussi à réunir $50 000 pour acheter une maison à mon frère. C'est super, ai-je dit, d'une voix neutre. Très généreux de votre part. Papa a remarqué mon ton. Ne commence pas, Jack. C'est différent. Et en quoi est-ce différent, exactement? Nathan en a besoin. Il a eu du mal à trouver sa voie et avoir son propre logement lui donnera de la stabilité et de la motivation. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'absurdité était trop grande. J'avais besoin d'aide il y a 8 mois quand je ne pouvais littéralement pas travailler et vous m'avez dit que l'argent était serré. Mais Nathan a besoin d'une maison, alors soudainement vous avez $50 000 qui traînent? Maman intervint avec sa voix apaisante. Jack, nous avons économisé cet argent pendant des années. Ce n'est pas la même chose que d'avoir de l'argent supplémentaire pour les urgences. Économiser pourquoi? Pour lui spécifiquement? Le silence fut ma réponse. D'accord. Donc, vous aviez cet argent tout le temps. Vous avez juste décidé que m'aider n'était pas une priorité. Nathan a essayé de les défendre. Mec, ce n'est pas comme ça. Ils allaient t'aider, mais quoi? Je n'ai jamais demandé? Tu n'en as jamais eu besoin. Tu te débrouilles toujours. C'était encore là. Cette même phrase que j'avais entendue toute ma vie. J'étais trop capable,
trop indépendant, trop bon pour gérer mes propres problèmes pour mériter un soutien réel. J'en avais besoin, dis-je doucement. J'ai demandé de l'aide et vous avez dit non. J'ai dormi sur le canapé d'un ami pendant 3 mois parce que je ne pouvais pas me permettre de payer le loyer. J'ai vendu ma voiture. J'ai plafonné mes cartes de crédit et détruit ma cote de crédit. J'avais besoin d'aide et vous m'avez laissé me débrouiller tout en économisant de l'argent pour lui acheter une maison. Le visage de papa devenait rouge. Nous avons pris une décision sur la façon d'utiliser notre argent. Tu es un adulte. Tu n'as pas à dicter ce que nous faisons de nos finances. Vous avez absolument raison. C'est votre argent. Dépensez-le comme vous voulez. Mais ne vous attendez pas à ce que je prétende que tout va bien. Et ne vous attendez pas à ce que je continue de venir au dîner de famille comme si rien ne s'était passé. Je me suis levé et je suis parti. Je n'ai même pas pris mon manteau. Je suis juste sorti et je me suis assis dans ma voiture pendant 20 minutes en essayant de me calmer avant de rentrer chez moi. C'était il y a 8 mois. Je ne leur ai plus parlé depuis, à l'exception de quelques échanges de SMS qui n'ont mené à rien. Ils ont d'abord essayé la voie de la culpabilisation. Maman a envoyé de longs messages sur la façon dont la famille devrait rester unie et à quel point ils étaient blessés que je sois distant. Des paragraphes entiers sur la façon dont ils m'avaient toujours aimé et ne comprenaient pas pourquoi je me retirais. Jouant la victime comme si elle était la partie lésée. Papa a envoyé des messages plus courts. Me disant en gros de grandir et d'arrêter d'être dramatique. Tu es trop vieux pour faire des caprices à propos de décisions familiales, disait un SMS. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour Nathan. Tu dois passer à autre chose. Passer à autre chose. Bien sûr. Comme s'ils avaient simplement oublié de me rappeler par accident et non délibérément laissé me débattre dans une crise médicale. Nathan m'a envoyé un seul SMS qui disait juste « Désolé, frérot ». Et rien d'autre. Il n'a même pas eu le courage d'appeler. Il l'a probablement tapé en étant assis sur le canapé que mes parents lui ont acheté pour sa nouvelle maison. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie sans eux. Je faisais des heures supplémentaires chaque fois que je le pouvais. Mon superviseur était compréhensif en me laissant prendre des quarts supplémentaires puisque j'avais prouvé ma fiabilité. J'ai commencé à prendre des quarts le samedi à temps et demi. Parfois, je faisais des semaines de 55 à 60 heures. Le travail était brutal, mais nécessaire. Chaque chèque de paie, je le partageais entre le remboursement de mes dettes et la reconstitution de mon fonds d'urgence. J'ai fait une feuille de calcul détaillée, suivant chaque dollar, chaque dette, chaque objectif. Carlos l'appelait mon budget de vengeance. Reconstruire ma vie était le meilleur pied de nez que je pouvais faire à mes parents. J'ai trouvé un deuxième emploi à temps partiel en tant que consultant en inventaire pour de plus petites entreprises le week-end. L'un de mes anciens collègues avait lancé une entreprise de conseil et avait besoin de quelqu'un qui connaissait les systèmes d'inventaire. 3 heures le dimanche matin à compter les stocks et à organiser les entrepôts pour les entreprises locales. $400 supplémentaires par mois qui allaient directement aux dettes. C'était épuisant. Travailler du lundi au vendredi à mon emploi régulier, des quarts supplémentaires le samedi, des contrats de conseil le dimanche matin. Ma vie sociale était inexistante. J'ai fréquenté une femme pendant environ 2 mois avant qu'elle ne se lasse de me voir toujours occupé. Je ne pouvais même pas lui en vouloir. Qui veut sortir avec quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7? Mais les chiffres allaient dans la bonne direction. Les soldes des cartes de crédit diminuaient. Le fonds d'urgence augmentait. La cote de crédit augmentait point par point. J'ai commencé à atteindre des étapes qui semblaient énormes. Rembourser une carte de crédit entièrement. Faire passer ma cote de crédit au-dessus de 650. Économiser un fonds d'urgence de $1000. Carlos est devenu comme le frère que j'aurais dû avoir. Ma vraie famille. Ma famille de choix. Il m'a aidé à créer un plan de redressement financier. Il m'a présenté son ami conseiller financier qui m'a donné des conseils gratuits. Il m'a gardé sain d'esprit pendant le pire. Sa famille m'a inclus dans tout. Anniversaires, vacances, barbecues improvisés. Jamais ils ne m'ont fait sentir comme une œuvre de charité ou un fardeau. C'est ce que fait la famille, m'a dit Ami une fois quand j'ai essayé de la remercier pour la 100e fois. Nous sommes là les uns pour les autres. Non seulement quand c'est pratique, mais quand c'est difficile. C'est ce qui le rend réel. Leurs enfants ont commencé à m'appeler oncle Jack.
Il me faisait des cartes d'anniversaire et des cartes de Noël avec des dessins au crayon de couleur. Le plus jeune, Danny, m'a demandé une fois pourquoi je ne passais pas les vacances avec mon « autre » famille. Parce qu'ils ne sont pas vraiment ma famille, lui ai-je dit. Vous l'êtes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ta famille si nous ne sommes pas apparentés? Carlos a entendu et a sauté dans la conversation. La famille, ce n'est pas d'être apparenté, mon pote. C'est de savoir qui est là quand tu as besoin d'eux. L'enfant y a réfléchi une seconde. Puis il a haussé les épaules et est retourné à son coloriage. Mais les mots sont restés gravés en moi. Ma cote de crédit a commencé à se rétablir plus vite que prévu. Tous ces paiements effectués à temps s'additionnaient. J'ai remboursé toutes mes cartes de crédit au bout de 6 mois. Le sentiment d'avoir remis ce dernier solde à zéro était meilleur que Noël. J'ai même un peu pleuré en regardant la confirmation de paiement. J'ai été promu de nouveau à un poste de superviseur au travail avec une augmentation de salaire à 48 000 $. Pas là où j'étais avant la blessure, mais je remontais la pente. Mon patron m'a pris à part après avoir annoncé la promotion et a dit qu'il avait vu comment j'avais géré l'adversité et que cela montrait du caractère. Que j'étais le genre de personne qu'il voulait au sein de la direction. Cela signifiait plus pour moi qu'il ne le savait probablement. Être reconnu pour avoir travaillé dur et surmonté les difficultés au lieu de recevoir des aumônes parce que quelqu'un avait pitié de moi. J'ai trouvé un meilleur appartement dans un quartier décent. 2 chambres parce que je voulais de l'espace réel. J'avais un balcon où je pouvais m'asseoir le soir et juste respirer. Pas de colocataire, pas de faveur, juste mon propre logement que je payais avec mon propre argent. J'ai signé ce bail avec une fierté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai acheté une voiture d'occasion fiable. Rien de fantaisiste, juste une Honda Civic avec 80 000 miles qui roulait très bien. Je l'ai payé en espèces avec l'argent que j'avais économisé grâce à toutes ces heures supplémentaires. Le concessionnaire a eu l'air surpris quand j'ai sorti l'enveloppe de billets. C'était bon de faire un achat important sans financement. Les choses s'amélioraient. Je sortais du trou que ma blessure et l'abandon de ma famille avaient creusé pour moi. Je le faisais entièrement à ma manière, avec l'aide de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Puis, il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je ne réponds pas à cela, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être la curiosité, peut-être juste un mauvais timing. C'était Nathan. Il avait l'air stressé. Sa voix avait ce ton qui signifiait qu'il essayait de rester calme mais n'y parvenait pas. Il a commencé par des banalités maladroites, me demandant comment j'allais comme si nous venions de parler la veille au lieu de ne pas nous être parlé depuis des mois. Il a posé des questions sur mon travail, mon appartement, si je voyais quelqu'un. Tout ça, des choses superficielles que nous savions tous les deux n'être pas la raison de son appel. Écoute, a-t-il finalement dit après environ 2 minutes à tourner autour du pot. Je sais que les choses ont été bizarres entre nous et les parents. J'aurais dû te contacter plus tôt. C'était bizarre, tu sais? Après Thanksgiving et tout. A-t-il un but à cet appel, Nathan? Oui, c'est ça. Donc, je suis un peu dans le pétrin et j'espérais que tu pourrais m'aider. J'ai failli raccrocher là, mais la curiosité l'a emporté. Il fallait que j'entende quel genre de situation nécessitait d'appeler le frère qu'il avait ignoré pendant des mois. Quel genre de situation? La maison qu'ils m'ont aidé à acheter. J'ai du mal à payer les mensualités de mon prêt immobilier. Je pensais que mon emploi était stable, mais ils ont réduit mes heures en janvier et je couvre à peine les factures. Les services publics à eux seuls me ruinent. 3 chambres. Ça signifie chauffage et climatisation. Plus les frais de copropriété que je n'avais pas vraiment budgétisés correctement. Et les taxes foncières étaient plus élevées que prévu. Il s'emballait maintenant. Les mots sortaient plus vite, comme s'il avait gardé ça en lui depuis un moment. J'ai environ 3 mois de retard sur le prêt immobilier et la banque envoie des lettres d'avertissement. J'en ai reçu une qui dit qu'ils vont lancer une procédure de saisie si je ne me mets pas à jour d'ici le mois prochain. J'ai tout essayé. Mec. J'ai pris des heures supplémentaires quand elles étaient disponibles, j'ai réduit mes sorties, j'ai même vendu des choses, mais ce n'est pas suffisant. Désolé d'entendre ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Longue pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. J'espérais que tu pourrais me prêter de l'argent juste pour me rattraper. Peut-être 5 000? Je te rembourserai, je le jure.
dès que mes heures reviendront à la normale, je t'enverrai des paiements mensuels. On peut rédiger un contrat ou tout ce que tu veux. L'audace. La pure audace de ce gamin. Mon frère qui avait vu mes parents lui donner 50 000 $ pendant que je me débattais avec une blessure. Qui n'avait envoyé qu'un SMS de 2 mots en 8 mois. Qui n'avait jamais demandé comment j'allais ni si j'avais besoin de quoi que ce soit. Ce type m'appelait pour un prêt. Laisse-moi bien comprendre. Maman et papa t'ont donné 50 000 $ pour une maison que tu ne peux pas te permettre. Tu as 3 mois de retard sur ton prêt immobilier. Et tu m'appelles, moi, le frère à qui tu n'as pas parlé depuis presque un an, pour demander 5 000 $? Je suis désespéré, mec. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai tout essayé. As-tu demandé de l'aide à maman et papa? Une autre longue pause. Celle-ci disait tout. Ils ne peuvent pas aider. Ils ont leurs propres problèmes d'argent en ce moment. Cela a attiré mon attention. Je me suis redressé sur ma chaise. Quel genre de problème d'argent? Je ne connais pas tous les détails. Papa n'en parle pas beaucoup, mais quelque chose à propos de son travail qui ne marchait pas et de mauvais investissements. Ils ont perdu une bonne partie de leur argent quelque part. Ils vendent la maison. Attends. Mes parents vendaient leur maison? La maison où ils vivaient depuis 20 ans? La maison qu'ils venaient de rénover avec de nouveaux meubles et appareils électroménagers? Ils vendent la maison? Leur maison? Oui, ils réduisent leurs effectifs pour un appartement ou quelque chose comme ça. Ils déménagent dans un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. C'est tout un truc. Maman est vraiment bouleversée. Mais papa dit qu'ils n'ont pas le choix. Quelque chose à propos de devoir accéder aux capitaux propres pour couvrir les dettes. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans ma tête. Ils avaient dépensé leurs économies pour acheter à Nathan une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Papa avait perdu son emploi. Maintenant, ils étaient ruinés et vendaient leur maison pour rester à flot. Et Nathan était sur le point de perdre sa maison parce qu'il ne pouvait plus le renflouer. Mais de toute façon, à propos de ce prêt, je l'ai coupé. Nathan, je ne te donne pas 5 000 $. Je ne te donne pas 5 $. Tu te débrouilles seul. Jake, s'il te plaît. Je vais perdre la maison. Alors tu perds la maison. Tu aurais dû y penser avant d'acheter quelque chose que tu ne pouvais pas te permettre. Tu vas vraiment me laisser devenir sans abri à cause de ça? À cause d'une rancune pour des choses qui se sont passées l'année dernière? Le manque de conscience de soi était stupéfiant. Ce n'est pas une question de rancune. C'est une question de conséquences. Tu as fait des choix, de mauvais choix. Ce n'est pas mon problème de les réparer. Qu'est-il arrivé à la famille qui s'entraide? J'ai ri de nouveau. Le même rire creux que lors de ce dîner de Thanksgiving. Tu veux dire comme la façon dont nos parents m'ont aidé quand j'étais blessé et fauché? Oh, attends, ils ne l'ont pas fait. Ou comme la façon dont toi et eux sont restés en contact et ont pris de mes nouvelles pendant le pire moment de ma vie. Oh, attends. Ça n'est pas arrivé non plus. Ce genre d'aide familiale? J'ai dit que j'étais désolé. Tu as envoyé un SMS qui disait « Désolé, frérot ». Ce n'est pas des excuses. C'est une dérobade. Et maintenant tu veux de l'argent? Non, débrouille-toi. Tu es capable et indépendant, n'est-ce pas? J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Maman cette fois. Jake, nous devons parler. De quoi? De ton frère. Il nous a dit que tu avais refusé de l'aider avec sa situation hypothécaire. C'est exact. J'ai refusé. Comment peux-tu être si froid? C'est ton frère. Il va tout perdre. Tout ce que vous lui avez donné, voulez-vous dire? La maison qu'il ne pouvait pas se permettre et que vous lui avez permis d'acheter. C'est ça, tout? Elle a fait ce son frustré. Il ne s'agit pas du passé. Il s'agit de lui qui a besoin d'aide en ce moment. C'est drôle comme il ne s'agit du présent que lorsque vous avez besoin de quelque chose de ma part. Quand j'avais besoin d'aide, il s'agissait aussi du présent et vous ne pouviez pas être dérangé. Ce n'est pas juste, Jake. Notre situation financière était différente à l'époque. L'était-elle vraiment? Parce que vous aviez 50 000 $ d'économie. Vous avez juste choisi de ne rien utiliser pour m'aider.
Papa a attrapé le téléphone. Je pouvais entendre l'échange en arrière-plan. Sa voix est venue, tendue et contrôlée. Jake, ta mère et moi avons pris des décisions que nous pensions être les meilleures à l'époque. Nous n'allons pas nous excuser d'avoir aidé ton frère à commencer sa vie. Je ne demande pas d'excuses. Vous m'avez appelé, vous vous souvenez? Nous appelons parce que nous avons besoin que tu sois raisonnable. Nathan a besoin de $5000 ou il va perdre sa maison. Tu es en position de l'aider et tu choisis de ne pas le faire par méchanceté. Je choisis de ne pas le faire parce que ce n'est pas ma responsabilité. C'est un adulte. Vous êtes des adultes. Je ne suis pas une banque. Et même si je l'étais, je ne prêterai pas d'argent à des gens qui ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas le gérer. C'est ce qui ne va pas avec ta génération. Aucun sens de l'obligation familiale. Ça m'a fait rire. Ma génération? Ça vient de l'homme qui m'a regardé lutter et n'a rien fait. Papa, j'ai des obligations familiales. Envers moi-même, envers les gens qui se sont vraiment montrés présents quand j'en avais besoin. Cela ne vous inclut plus. Maman a repris le téléphone. Sa voix était différente maintenant, plus petite. Jake? Nous sommes en difficulté. Vraiment en difficulté. Ton père a perdu son emploi il y a 6 mois. Nous avons épuisé nos économies. C'est pourquoi nous vendons la maison. Nous espérions aider Nathan à garder son logement et emménager avec lui un certain temps jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. L'image complète s'est mise en place. Ils avaient dépensé leurs économies pour aider Nathan à acheter une maison qu'il ne pouvait pas se permettre. Papa avait perdu son emploi. Maintenant, ils étaient ruinés et prévoyaient d'emménager avec Nathan. Sauf que Nathan était sur le point de perdre la maison. Leur plan de secours s'effondrait et ils avaient besoin que je les tire d'affaire. Ça a l'air vraiment difficile, dis-je. Je suis désolé que vous traversiez ça. Alors tu vas aider? Absolument pas, silence à l'autre bout du fil. Tu vas laisser tes parents finir sans abri? De la même manière que tu m'as laissé lutter avec une blessure qui m'a coûté mon emploi et mes économies? Oui, je le ferai. Débrouillez-vous. Vous êtes des gens ingénieux. Vous trouverez un moyen. Jake, s'il te plaît. J'en ai fini avec cette conversation. Ne m'appelez plus pour demander de l'argent. Ne m'appelez pas du tout à moins que vous ne soyez prêt à reconnaître ce que vous avez fait et pourquoi c'était mal. D'ici là, nous n'avons rien à nous dire. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. J'ai aussi bloqué Nathan. Puis je me suis assis et j'ai pris un verre parce que mes mains tremblaient. Carlos a appelé cette nuit-là comme s'il savait que j'avais besoin de parler. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre et quand j'ai fini, il a dit « Bravo, mon ami. Ils ont fait leur choix. Ils ne peuvent pas te culpabiliser de réparer leur désordre après qu'ils t'aient laissé tomber. Une partie de moi se sent horrible, cependant. Ce sont mes parents. Être parent ne vous donne pas un blanc-seing pour les traiter comme de la merde et ensuite exiger de l'aide quand vous en avez besoin. Tu leur as offert une chance d'être une famille quand tu avais besoin d'eux. Ils ont dit non. Maintenant, ils doivent vivre avec cette décision. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison, mais ça me semblait toujours étrange. Comme si je faisais quelque chose de mal en me protégeant. Les jours suivants, j'ai reçu des SMS de proches que je connaissais à peine. Des tantes et des oncles à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudain très préoccupés par l'unité familiale et le pardon. Clairement, mes parents avaient activé le réseau téléphonique pour faire pression. Jouant la carte de la victime avec quiconque voulait bien écouter. La cousine de ma mère, Linda, a envoyé un SMS, « J'ai entendu parler de la situation avec tes parents. Ils sont vraiment en difficulté et ont besoin de soutien familial en ce moment. Le sang est plus épais que l'eau, Jake. » J'ai répondu, la citation complète est, « Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre, ce qui signifie que les relations choisies sont plus fortes que les liens familiaux. » C'est drôle comme les gens oublient toujours cette partie. Mon oncle Gary a appelé directement. Il n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Jake, ta mère m'a appelé en pleurs. Elle dit que tu refuses de les aider alors qu'ils sont sur le point de tout perdre. Ce n'est pas comme ça que nous vous avons appris à vous comporter, les enfants. Avec tout le respect que je vous dois, oncle Gary, vous ne m'avez pas élevé du tout. Vous me voyez peut-être 2 fois par an lors d'événements familiaux. Vous n'avez aucune idée de la façon dont ils m'ont élevé ni de la nature de notre relation.
Mais ce sont tes parents. Ils t'ont donné la vie. Ils m'ont donné la vie, puis m'ont dit de me débrouiller seul quand j'avais besoin d'aide. Je ne fais que suivre leur exemple. Il a émis un bruit frustré et s'est lancé dans un discours sur l'obligation et le respect familial. Il m'a dit que j'étais immature et égoïste, que je regretterais cette décision quand il serait parti. Toutes les phrases classiques de culpabilisation que les gens utilisent quand ils ne comprennent pas réellement la situation, mais se sentent néanmoins autorisés à juger. Je l'ai laissé terminer son discours, puis j'ai dit, « Avez-vous terminé ? Parce que je dois me préparer pour le travail. Vous savez, cette chose que je fais pour subvenir à mes besoins puisque mes parents m'ont appris à être si indépendant. » Je n'ai plus eu de nouvelles de lui après ça, ni de Linda, ni de la plupart des autres, singes volants, que mes parents m'avaient envoyés. Ils ont délivré leur message culpabilisateur, j'ai repoussé, et ils sont retournés à leur propre vie. Facile de juger de l'extérieur quand on n'est pas celui qui a vécu ça. Un oncle a même eu le culot de m'envoyer un SMS, « Tes parents t'ont donné la vie. Le moins que tu puisses faire, c'est de les aider dans leurs moments de besoin. » J'ai répondu, « Ils m'ont donné la vie, puis m'ont dit de me débrouiller seul. » Je ne fais que suivre leur philosophie parentale. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui après ça. 3 semaines passèrent. Silence radio de mes parents et de Nathan. Puis j'ai reçu un email du compte de ma mère avec l'objet « Veuillez lire ceci ». L'email était long, vraiment très long. Il commençait par les habituelles paroles culpabilisantes sur la famille, l'amour et l'obligation. Puis il a tourné à me blâmer d'être têtu et rancunier. Il disait des choses assez méchantes sur la façon dont j'avais toujours été l'enfant difficile qui avait besoin d'avoir raison sur tout. Mais à la fin, il y avait cette partie qui semblait enfin honnête. Ton père et moi avons peur. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Nous avons fait des erreurs dans la façon dont nous t'avons traité, et nous sommes désolés si tu t'es senti sans soutien pendant ta blessure. Mais nous avons besoin d'aide maintenant. Et tu es le seul à pouvoir la fournir. S'il te plaît, ne nous abandonne pas comme tu penses que nous t'avons abandonné. Les excuses étaient enfouies sous tant d'autres absurdités qu'elles comptaient à peine. Et elles étaient toujours centrées sur eux et leurs besoins. Mais c'était quelque chose. J'ai laissé passer cet email pendant 2 jours avant de répondre. J'ai écrit et supprimé probablement 10 réponses différentes avant de me décider sur ce que j'ai réellement envoyé. Maman et papa, je comprends que vous ayez peur et que vous luttiez, et je sais ce que cela fait parce que je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. La différence, c'est que j'ai dû me débrouiller complètement seul. Alors que vous aviez des options et avez choisi de ne pas les utiliser pour m'aider. Vous avez raison, je me suis senti sans soutien pendant ma blessure. Je ne me suis pas seulement senti ainsi. J'ai été sans soutien. J'ai demandé de l'aide et vous avez dit non. Vous aviez de l'argent de côté. Mais avez décidé qu'il était plus important d'acheter une maison à Nathan que d'aider votre autre fils à garder son appartement pendant une crise médicale. C'était vos choix, et vous avez le droit de les faire. Mais j'ai aussi le droit de faire les miens. Et je choisis de ne pas m'impliquer dans votre situation financière. Non par rancune ou vengeance, mais parce que j'ai appris que je ne peux pas compter sur vous. Et vous avez appris que vous ne pouvez pas compter sur moi. C'est la relation que nous avons construite ensemble. Je ne vous souhaite aucun mal. J'espère que vous trouverez un moyen de traverser cela. Mais je ne serai pas la solution aux problèmes que vous avez créés. Vous m'avez appris à être indépendant et autonome. Félicitations. La leçon a porté ses fruits. Prenez soin de vous. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Vous êtes des gens ingénieux. Jack. Je l'ai envoyé, puis j'ai bloqué leur email aussi. J'en avais fini. Complètement fini. C'était il y a 3 mois. Par le bouche à oreille familial, j'ai appris qu'ils avaient fini par emménager dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Nathan a perdu sa maison et est retourné vivre avec eux. Tous les 3 dans un appartement de 2 chambres, d'après ce que je comprends. Ma tante, qui est en fait quelqu'un de bien, m'a appelé une fois pour prendre de mes nouvelles. Elle n'a pas fait pression sur moi pour que je me réconcilie ou que je les aide. Elle voulait juste s'assurer que j'allais bien. Tes parents racontent à tout le monde que tu es un fils terrible qui les a abandonnés, a-t-elle dit. Je voulais que tu saches que certains d'entre nous savent mieux. Nous avons vu comment ils t'ont traité au fil des ans. Merci. Ça signifie beaucoup, en fait. Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Parfois,
Il faut laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix, même si c'est difficile à regarder. J'ai apprécié cela plus que je ne pouvais l'exprimer. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.